Bonjour à tous, il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre du cours GDD 350, donc Enjeux collectifs et développement durable. Je me présente, mon nom est Ben Amor, je suis professeur au département de génie civil à l'Université de Sherbrooke. Et donc ici aujourd'hui, je vais vous parler de l'analyse du cycle de vie, donc quelques concepts clés. Donc c'est quoi un peu l'analyse du cycle de vie et surtout aussi prendre le temps de vous montrer des exemples d'applications. Donc comment l'analyse de cycle de vie peut s'appliquer à différents produits ou projets ou voire même des services. Donc, peut-être brièvement pour me présenter un peu plus, je suis directeur également du laboratoire Le Lyride. C'est un laboratoire interdisciplinaire de recherche en ingénierie durable et en éco-conception. Brièvement, le LERID est composé d'une vingtaine de personnes à peu près, donc des étudiants, tous les cycles, que ce soit des stagiaires, des étudiants à maîtrise et également au doctorat et postdoc également. Et aussi, bien sûr, donc des professeurs de différents départements et de la faculté de génie et au-delà aussi de la faculté de génie. Les domaines de recherche au LERID, donc on travaille beaucoup sur l'empreinte carbone. Donc, tout ce qui est empreinte, c'est quelque chose qui est très tendance ces temps-ci. On entend beaucoup parler, donc, surtout des empreintes carbone, mais pas juste ça. Également, les empreintes eau. Donc, comment quantifier le bilan eau, en fait, d'un produit, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va de plus en plus entendre parler, donc, dans les années à venir. Maintenant, bon, il y a beaucoup d'emphase sur les gaz à effet de serre, mais également l'empreinte eau, la pression sur l'utilisation de l'eau est également en grandissante avec le temps et ça va devenir également un enjeu préoccupant pour les années à venir. L'éco-conception, bien sûr, et tout ce qui est aussi certification. Donc, il y a beaucoup de développement au niveau des certifications. Par exemple, le LEED, vous avez peut-être entendu parler ou non. Donc, les certifications LEED, par exemple, eux autres, se concentrent principalement sur les bâtiments, mais il y a d'autres types de certifications également. Je vais en présenter quelques-uns lors de la présentation. L'économie circulaire, bien sûr, et tout ça, en fait, qui repose sur un outil qui est très important, qui est l'analyse du cycle de vie, qui appuie tout ce que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, la présentation d'aujourd'hui, je vais commencer peut-être vous présenter en fait pourquoi une pensée cycle de vie. Donc, c'est pas juste directement l'analyse de cycle de vie comme outil, mais c'est quoi la pensée cycle de vie? Parce que c'est pas l'analyse de cycle de vie que je vais présenter aujourd'hui. Bon, on va se concentrer beaucoup sur le volet environnemental, mais la pensée cycle de vie peut être facilement étendue pour d'autres indicateurs, par exemple l'indicateur social et l'indicateur économique, par exemple. Je vais aussi prendre l'exemple, donc présenter par la suite, bien sûr, c'est quoi la CV. Et par la suite, donc, vous montrer un exemple, le cas du stockage d'énergie. Donc, on reste dans le domaine d'énergie. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? En fait, c'est une ancienne étudiante au CUF qui a fait sa maîtrise en environnement sur ce volet-là. Donc, vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'une maîtrise en environnement si on fait un essai. Donc, on a travaillé les deux ensemble sur cet exemple-là. Et bien sûr, d'autres applications, comme je disais tout à l'heure, la pensée cycle de vie, de ne pas juste regarder des produits en tant que tels, mais également les services et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau réglementaire, etc. Et finir avec, bien sûr, les forces de l'ACV, mais montrer également que ce n'est pas un outil parfait, il y a également des faiblesses et que ce sont des axes de recherche et développement présentement. Donc, pourquoi une pensée cycle de vie? Donc, je prends un exemple ici, puis c'est un exemple, bon, vous voyez l'année 1986, vous me direz que c'est vieux comme exemple, mais c'est intéressant en fait parce que c'est un exemple qui parle des NOx et du smog. Et le smog, ben, vous entendez encore toujours parler de nos jours. C'est pas une problématique qui a été résolue malgré le fait qu'on en parle de ça depuis 1986. Donc, vous voyez un peu des fois la lenteur des problématiques pour résoudre des problématiques environnementales. Donc ici, si on met un peu si on se projette un peu sur cette époque-là, 1986, donc on avait un problème initial, donc comme je disais, des émissions de NOx et de smog, et on est venu avec une solution. Donc on essaie toujours de trouver des solutions aux problèmes environnementaux. En proposant le MTBE. Donc, c'est quoi le MTBE? Ici, j'ai mis entre parenthèses donc le méthyl
tertiobétyl éther. Donc, c'est quoi l'idée derrière ça? C'est qu'en mettant le MTBE, ça va augmenter l'indice d'octane de l'essence et réduire les émissions de NOx. Donc, et par le fait même, réduire aussi le smog. Donc, en augmentant cet indice d'octane-là, on venait résoudre cette problématique-là qui était le NOx et le smog, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est intéressant, donc on est allé de l'avant avec ce problème-là. C'est bien documenté, vous pouvez cliquer, aller sur le site d'Environnement Canada au niveau du site web, puis vous tapez MTBE, vous allez trouver quand même pas mal de documentation là-dessus. C'est un cas qui est très bien documenté. Donc, en ayant introduit l'MTBE dans l'essence, ça a engendré un problème. Donc, on a résolu un problème initial, mais on en a engendré un deuxième. Donc, ce qu'on appelle un peu l'approche end of pipe, où donc on essaie de trouver une solution à une problématique X sans penser à l'ensemble du système, et ça engendre quoi? Un déplacement de problème en fait. Donc, on a résolu les NOx et le smog, mais on a engendré un autre problème. C'est quoi? En fait, le MTBE est volatile et soluble dans l'eau, donc étant donné que c'est à ces caractéristiques-là, ça a amené à des problèmes de contamination des eaux. Donc, c'est bien beau de répondre à une problématique qui est du smog et du NOx, mais c'est pas intéressant quand on vient faire un déplacement de problème puis induire un deuxième. Surtout ici, on parle de contamination des eaux, donc ça donne un mauvais goût, mais surtout les eaux de surface, on parle de toxicité pour les organismes aquatiques. Donc, vous me diriez que c'est pas très fort comme solution, donc si on fait juste des déplacements de problème. La même chose, peut-être on se projette un peu plus avec des préoccupations actuelles. Là, présentement, on entend beaucoup parler de tout ce qui est électrification du transport. Et bien sûr, c'est quoi ce problème-là? En fait, on sait que, par exemple, au Québec, on parle d'un fort pourcentage de mémoire entre 35 et 45 de l'impact des gaz à effet de serre au Québec, c'est le transport. Et donc ici, c'est la même chose. Donc, on a un problème initial, c'est les COV, donc les composés organiques volatiles, donc et aussi le CO2 en plus des NOx. Donc, c'est pour ça qu'on propose donc maintenant ce qu'on appelle le véhicule à zéro émission. Donc, typiquement, quand on a un véhicule électrique, il n'y a plus rien qui sort au bout de l'échappement, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de combustion. Mais est-ce que c'est vraiment une solution ou est-ce qu'encore une fois, on fait un déplacement de problème? Donc, bien sûr, là, je vais vous présenter un exemple. Donc, le but de cette solution-là, c'est qu'on veut éliminer les émissions atmosphériques, par exemple, grâce à un moteur électrique. Mais par exemple, si on se positionne un peu plus aux États-Unis, donc cette auto électrique-là, elle va avoir besoin, bien sûr, d'électricité, mais l'électricité, elle doit être produite à partir de centrales, donc de centrales de production d'électricité. Si on regarde le réseau américain, donc c'est ce que je présente ici, avec cette prise électrique. Donc, c'est un graphique qui vient de l'EIA, donc l'Agence énergétique aux États-Unis. Et vous voyez, en fait, 13% d'électricité en fait, aux États-Unis est produite à partir de sources renouvelables. Mais quand on regarde le gros, en fait, c'est 33% et un autre 33%. Donc, on est dans les 65% d'électricité qui est produite à partir de sources thermiques. Ça veut dire quoi, en fait? C'est que il n'y a plus rien qui sort au bout de l'échappement de l'auto électrique quand on est aux États-Unis. Mais finalement, on va faire un déplacement de problème, mais c'est plutôt l'électricité, c'est plutôt l'échappement ou on va dire plutôt les centrales d'électricité, en fait, qui vont générer plus d'émissions parce qu'elles vont produire plus d'électricité pour subvenir aux besoins des autos électriques. Donc, vous voyez venir un peu, en fait, c'est que oui, c'est important de s'attaquer aux problématiques environnementales, mais l'approche systémique ou donc système ici, l'approche cycle de vie n'est pas du tout considérée. Donc, ça amène toujours un déplacement de problème, donc ou bien d'une catégorie d'impact à une autre, comme j'avais montré tout à l'heure avec le MTBE, ou d'une étape de cycle de vie à une autre. Tout à l'heure, c'était l'utilisation de l'auto, avec cet exemple-ci, c'est l'utilisation de l'auto, mais maintenant, c'est devenu l'étape de la production d'électricité nécessaire à l'utilisation de l'auto. Je vais continuer un peu avec un dernier exemple ici, et je vous pose bien sûr une question. Je ne sais pas si vous pourrez vous aventurer pour répondre à cette question, mais c'est une question qui est intéressante. Ici, je vous présente deux
sortes d'emballages. Donc, on a ici un emballage en polystyrène et un emballage en popcorn, maïs soufflé. Je vous pose la question ici, donc, quel emballage est préférable d'un point de vue environnemental? Et faites l'exercice, je vous invite à faire l'exercice de répondre, franchement, donc prendre le temps de penser à ça. Je vais vous montrer quelques indices de réponse, puis selon ces indices-là, vous allez faire l'exercice, donc d'essayer de répondre. Est-ce que c'en est mieux de faire un emballage en polystyrène ou un emballage en popcorn? OK? Donc, je vais vous montrer les éléments un peu des problèmes. Donc, ici, on a des copeaux en polystyrène. Donc, matière on sait, le polystyrène, c'est une matière première qui est non renouvelable. C'est issu de produits pétroliers. Et c'est bien sûr difficilement biodégradable. Du l'autre côté de la médaille, en fait, on a le popcorn, donc le maïs soufflé. Lui est renouvelable et biodégradable. Donc, c'est à partir de maïs, donc on peut en générer plusieurs fois. Il n'y a pas d'épuisement, en fait, au niveau de la ressource en tant que telle. On fait juste cultiver le maïs, on produit du popcorn, puis on recultive une autre fois le maïs, etc. Donc, vous voyez le cercle. Et donc, je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment préférable pour l'environnement? Si on regarde un peu maintenant le cycle de vie, donc on commence à regarder un peu le cycle de vie de la production jusqu'à la fin de vie. Donc ça, c'est un cycle de vie très simplifié et c'est beaucoup plus complexe que ça. On va voir tout à l'heure le détail. Euh, donc, au niveau du popcorn, vous voyez, tout ce qui est vert, ça veut dire que l'alternative, en fait, présente un avantage environnemental, et quand c'est noir, c'est moins intéressant. On prend l'exemple, donc l'énergie non renouvelable, donc tout ce qui est produits pétroliers. Vous voyez, le polystyrène, bien sûr, et à partir de produits pétroliers, on consomme beaucoup plus que le popcorn. Par contre, là, on voit aussi que le polystyrène n'est pas si mauvais que ça. Pour certaines places, par exemple le NH3 ou le nitrate, le polystyrène est plus intéressant. Donc ici, pourquoi en fait on voit ça? C'est principalement à cause des fertilisants en fait qu'on utilise pour la production en fait du popcorn. Le popcorn ne pousse pas tout seul, il faut fertiliser les terres, il faut faire la labour, etc. Donc il y a beaucoup d'activités derrière ça, derrière ce cycle de vie-là de popcorn. Et ce cycle de vie également émet des émissions. Donc vous voyez ici en fait, c'est pas noir ou blanc, c'est gris. Donc selon la catégorie d'impact qu'on va regarder, une solution est plus intéressante que l'autre. Maintenant, on peut modéliser ça, en fait, pour tout agréger ces chiffres pour voir, OK, en bout de ligne, si on tient compte de toute cette variation-là, c'est qui l'emporte haut la main. Donc, on met ça dans un modèle ici. C'est ce que je présente ici avec ce graphique. Et vous voyez ici, en fait, on a utilisé 3 modèles différents et vous avez plus de détails ici dans cette source. Je vais la présenter à la fin de la présentation. Le livre, c'est un livre que je vous recommande si vous voulez approfondir un peu plus vos connaissances sur l'analyse du cycle de vie. Vous voyez ici, donc PC, c'est le popcorn versus polystyrène. Ben, le popcorn est plus intéressant que le polystyrène. Donc, il s'en sort haut la main en utilisant 3 méthodes différentes. Mais vous voyez ici, la base de comparaison, on parle de par kilogramme de matériaux. Donc, je vous reviens à ma problématique initiale. Donc ici, je parlais d'emballage. Donc, nous, on a comparé kilogramme par kilogramme et vous imaginez, donc, moi, je suis une compagnie, par exemple, je suis Amazon ou, je sais pas, Best Buy ou autre compagnie qui livre leurs produits à un consommateur X. Moi, typiquement, je veux pas. Mon but ultime, c'est que si je vous envoie un ordinateur ou si je vous envoie un livre par la poste, je veux que ce produit-là se rende à bonne destination, en fait, vers le consommateur en bon état. Je ne veux pas que le consommateur soit mécontent et me renvoie le produit parce qu'il est endommagé. Donc, là, je vous pose la question, est-ce que comparer donc, ces produits-là sur la base de kilogrammes, est-ce que c'est vraiment la bonne base de comparaison? Ou est-ce qu'il faut tenir compte d'une autre base de comparaison, en fait? Et donc, ici, de ne pas se fier juste sur l'effet par kilogramme de matériaux, mais il faut plutôt regarder notre base de comparaison, sachant que moi, mon but ultime, comme étant une compagnie, c'est pas d'acheter 1 kilogramme versus l'autre, mais je veux conserver mon produit. Donc, ultimement, en fait, vous me voyez venir, c'est que je veux remplir la boîte
de manière, avec une certaine quantité, de manière à protéger mon produit. Comme ça, quand il se rend à la bonne destination, en fait, il est bien conservé. Donc, c'est ici, si on remet ça par mètre cube de matériaux, et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre au niveau de l'analyse du cycle de vie, c'est que il ne faut pas les comparer par kilogramme, il faut les ramener sur la base fonctionnelle. Ça, c'est très important parce que moi, ce que je veux en bout de ligne, c'est que oui, je vais acheter des kilogrammes de matériaux, mais je veux remplir en fait une boîte avec une certaine quantité, donc un certain volume de boîte, de manière à conserver mon produit, comme ça il arrive en bon état chez le consommateur. Donc, si on ramène ça sur la base fonctionnelle que je veux utiliser, que je cherche à appliquer, ici par mètre cube de matériaux, vous voyez, la tendance en fait s'inverse complètement. Donc, le popcorn devient plus dommageable que le polystyrène. Et pourquoi, en fait? Le popcorn est beaucoup plus dense, en fait, que le polystyrène. Donc, par kilogramme, j'ai besoin de 4 fois, 4 points, pour un mètre cube défini, en fait, j'ai besoin de 4,6 fois plus de kilogrammes de popcorn que de polystyrène pour le même volume, pour le même mètre cube. Donc, ça amène une demande plus importante côté popcorn, et c'est ce qui fait que le popcorn devient ici, dans le graphe, comme vous voyez, plus dommageable pour l'environnement que le polystyrène. Donc, je ne sais pas ce que vous avez répondu tout à l'heure, mais c'est ça, oui, c'est bien de penser que le popcorn est intéressant d'un point de vue environnemental parce qu'il est biodégradable, etc. Mais c'est pas juste ça, il faut les ramener sur leur base fonctionnelle. Et ici, on veut remplir un mètre cube donc de boîte pour conserver un produit que vous achetez. Mettons, si vous l'achetez sur Internet, que je suis Best Buy ou Amazon, et qui arrive à destination en bon état. Donc, c'est ce que je présente ici. Il y a beaucoup de texte, là, mais l'important ici, c'est de vraiment montrer clairement l'importance de flux de référence ou de la base de comparaison donc, au niveau de la fonctionnalité. Donc, quelque chose en kilogrammes versus en mètre cube, c'est vraiment très important. Et notre fonctionnalité ici, c'est vraiment, comme vous voyez en bleu, donc remplir un mètre cube transporté. Donc ici, la CV vient dans ce cas-ci, en fait, la CV permet de remettre en cause un préjugé fréquent qui entraîne souvent un choix bio popcorn ou dépend des solutions chimiques. Je ne dis pas que le popcorn n'est pas bon tout le temps. C'est vraiment, ça dépend de l'application qu'on fait. Et des fois, il y a une solution un peu plus biodégradable, elle va être plus dommageable. Donc, c'est pas parce qu'elle est biodégradable qu'elle est toujours bonne pour l'environnement. Selon l'application qu'on a besoin, ça se peut qu'on aurait besoin de beaucoup plus de ce matériau-là et que finalement, en bout de ligne, on s'amasse à avoir plus d'impact que la solution initiale. Donc, ici, c'est important de garder en tête, naturel, c'est très différent de favorable pour l'environnement. Donc, oui, quand on utilise quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui pourrait être moins dommageable pour l'environnement, mais si on en aurait besoin 10 fois plus que la solution chimique, ben, ça se peut que finalement, au bout du compte, on vient diminuer cet avantage-là, voire ne plus être intéressant comparativement à la solution initiale. Et ici, bien sûr, dans l'exemple que j'ai présenté tantôt, on ne parle pas, mettons que le popcorn est rapidement compacté lors du transport de la marchandise, donc il n'y a pas de réutilisation potentielle, alors que le chip en polystyrène peut être réutilisé plusieurs fois, elles sont beaucoup plus résistantes à l'endommagement. Donc, tantôt, si mettons, j'augmente la réutilisation en fait du polystyrène, le graphique que j'ai présenté tantôt, au polystyrène, ici, si j'utilise 2 fois, ben, je pourrais quasiment diminuer de 50% l'impact environnemental et augmenter encore plus donc l'avantage du polystyrène comparativement au popcorn. Donc, la question qui tue, en fait, c'est quoi en fait un produit vert? En fait, la réponse à cette question-là, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a pas de produit vert, il y a juste des produits qui sont plus respectueux pour l'environnement, des produits moins dommageables pour l'environnement. Mais tous les produits, qu'ils soient naturels ou que ce soit biosourcés, etc., donc c'est des terminologies qu'on entend souvent, ils vont toujours avoir un impact environnemental pour leur cycle de vie. Et
Par contre, au-delà de cet impact-là, donc s'il en a moins, par exemple, par kilogramme, il faut toujours ramener ça sur la base fonctionnelle. Donc, est-ce que, par exemple, si j'utilise du chanvre pour bâtir une maison, pour faire de l'isolation, le produit est naturel en tant que tel, mais est-ce que j'en aurais besoin de tellement plus que de la fibre synthétique que finalement, ça se peut que je nuis à cet avantage environnemental-là. Donc, c'est très important donc, de garder en tête pas juste le volet, oui, c'est moins dommageable d'un point de vue environnemental par flux physique, par kilogramme, par exemple, mais de ramener ça sur l'équivalence fonctionnelle. Donc, vous voyez un peu la force au niveau de l'ACV. Donc, c'est tenir compte de toutes les étapes de cycle de vie, mais également de ramener ces étapes de cycle de vie sur la base fonctionnelle. Donc, ce qui m'amène à définir en fait l'ACV pour vous. Donc, c'est quoi l'analyse de cycle de vie? Là, si on prend un peu la définition par ISO 14040, c'est la norme qui régit donc l'analyse de cycle de vie. Il y a la norme ISO 14040 et 44, je vais présenter ça brièvement tout à l'heure. Donc l'ACV, si on regarde la définition, donc c'est une approche pour évaluer les impacts environnementaux potentiels tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Donc on peut pas, on n'est pas obligé de se concentrer juste sur les produits, on voit également des ACV de services, par exemple des ACV de gestion de matière organique. On fait un projet de recherche ou les RID là-dessus. Donc, c'est un service de collecte de matière organique et on veut s'attarder sur le service. Est-ce qu'on est mieux de faire de la biométhanisation ou de l'enfouissement ou du compostage, par exemple? Okay? Et c'est quoi le cycle de vie? Donc, c'est des phases consécutives. Je vais vous montrer des diagrammes tout à l'heure. Liées d'un système de produits, donc de l'acquisition de la matière première, donc vraiment dès le début jusqu'à la phase de la fin de vie, donc l'élimination finale. Si on voit un peu, donc, un peu un schéma avec une ampoule fluorocompacte, donc vous voyez ici, on a la phase d'utilisation de l'ampoule, mais on regarde toutes les étapes du cycle de vie, de la pré-production jusqu'à l'élimination. Si on regarde la pré-production, donc on regarde tous les éléments qu'on a besoin pour faire l'ampoule, donc le matériel fluorescent, phosphorescent, excusez-moi, le mercure, par exemple, pour la partie électronique, l'acier, etc. Donc, chacun de ces éléments-là, eux aussi, ils ont leur cycle de vie, donc pour leur production, l'extraction, l'exploitation, la production, le traitement donc, de la matière première, leur transformation pour les mettre dans une ampoule, l'emballage de l'ampoule, son utilisation chez vous, par exemple, et l'élimination en bout de ligne. Donc, une fois que l'ampoule est brûlée, donc on la dispose selon différentes formes d'enfouissement, ou on emmène un centre de récupération, etc. Maintenant, si on regarde un peu plus l'ACV, comme j'ai dit tantôt, l'analyse de cycle de vie ne va pas regarder juste les gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est pour les empreintes carbone, mais elle va regarder aussi plein d'indicateurs, par exemple l'empreinte eau, l'énergie, toutes formes d'émissions. Donc, si on regarde un peu le graphique que je présente ici, vous voyez pré-production jusqu'à élimination. Bon, regardez cette ligne-là ici, en fait, et inversez-la. On va regarder ça ici, donc l'acquisition des matières premières, fabrication, transport, utilisation et gestion de fin de vie. Ben, chacune des étapes va émettre des émissions. Elle va consommer de l'énergie, donc c'est ce que vous voyez ici, donc ce sont des entrants. Elle consomme de l'énergie de la matière première, mais elle va aussi émettre des émissions, donc des émissions dans l'air, dans l'eau et dans le sol, par exemple le NOx, le fer, les métaux lourds, le phosphate, le CO2. Elle va émettre de l'eau polluée, entre autres. Donc, on regarde toutes ces émissions-là et on les traduit par la suite avec des indicateurs, comme des indicateurs sur la santé humaine, donc l'impact sur la santé humaine, la qualité des écosystèmes, la consommation des ressources et le changement climatique. Comme je t'en disais tantôt, l'ACV est régie par les normes ISO 14000 et 40 et 44. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'importance, en fait. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Maintenant que vous êtes sensibilisé un peu à c'est quoi l'ACV, vous allez voir peut-être des articles là-dessus ou des rapports sur Internet. Chacune des ACV doit être faite selon ses normes. Et c'est très important. Si vous voyez un ACV qui n'est pas fait selon ses normes, en fait, c'est pas une analyse de cycle de vie. Perdez pas votre temps à lire c'est quoi cet ACV-là, parce que c'est pas fait selon les règles de l'art. Donc, je souligne cette importance-là.
Parce que c'est très facile de faire des erreurs méthodologiques et avoir des conclusions erronées et voire même induire donc des mauvaises prises de décision. C'est pour ça, en fait, il y a des normes internationales sur lesquelles il faut s'appuyer, donc les normes ISO 14040 et 44. Si on regarde la norme ISO 14040, en fait, toutes les ACV à travers le monde, que ce soit au Japon, en Europe ou aux États-Unis, sont toujours montées selon ces 4 étapes. Définition des objectifs et du champ d'étude, l'analyse de l'inventaire, évaluation des impacts et l'interprétation. C'est au niveau, je vais prendre un exemple avec vous, donc l'exemple du stockage, comme j'ai dit tout à l'heure, pour vous montrer un peu comment ces 4 étapes fonctionnent, sans trop m'attarder sur la technicalité, parce que bon, c'est un cours d'introduction un peu plus, juste montrer un peu les concepts clés, mais vous allez voir un peu à travers un exemple comment ces étapes-là sont appliquées. Et bien sûr, bon, si vous voulez approfondir vos connaissances, il y a des cours à la faculté de génie sur l'analyse de cycle de vie, on ne fait que de la modélisation là-dessus, dépendamment de votre intérêt et qu'est-ce que l'avenir vous réserve, bien sûr. Donc, l'exemple d'application en cas du stockage d'énergie, comme je l'ai dit tantôt. Donc, je vous renvoie donc à l'essai d'une étudiante, donc Julie Cloutier, une ancienne étudiante donc, au CUF, que j'ai supervisé. Et la question, c'était est-ce que le stockage d'énergie au Québec peut être avantageux d'un point de vue environnemental? Donc, vous avez le lien, vous pouvez voir ça d'une manière plus approfondie. Il y a beaucoup de détails. Mais je vais survoler un peu rapidement donc l'exemple et vous montrer un peu les différentes étapes, comme je disais tantôt ici, comment les étapes du cycle de vie s'appliquent. OK? Donc, voici la problématique. Donc, ici, on parle d'Estalion. Vous pouvez aller sur Internet voir un peu Estalion. C'est une compagnie qui a été montée, en fait, en partenariat entre Hydro-Québec et Sony. Donc, c'est des grosses unités, des grosses batteries. C'est ce que vous voyez ici dans le container, c'est une batterie. C'est des grosses batteries de stockage d'électricité, en fait. Ouais, puis l'idée, on se posait la question, est-ce que le stockage d'énergie au Québec pourrait être avantageux d'un point de vue environnemental? Il y a 2 formules de stockage. Il y a ce stockage, donc des grandes unités comme ça. 1,2 MWh, c'est énorme au niveau capacité. L'autre question, c'était, est-ce qu'on fait des plus petites batteries qui sont plus proches du consommateur? Donc, maintenant, vous imaginez un quartier, et le quartier va avoir sa petite batterie à lui, donc il peut stocker sa propre énergie et la consommer dépendamment de son utilisation, ou avoir des plus grandes unités à côté, par exemple, des transformateurs, puis on a des grandes unités comme ça de stockage. Donc, est-ce qu'on allait avec des grandes unités de stockage ou vers les plus petites, décentralisées, plus proches du consommateur? Donc, on commence par la première étape qui est le champ d'étude, l'objectif et le champ d'étude. Donc, l'objectif, on commence par dire le pourquoi, pour qui et quelle manière. Donc, encore une fois, c'est là où est-ce qu'on parle beaucoup de l'aspect fonctionnalité. Comme tout à l'heure, je parlais de remplir un mètre cube, un mètre cube de volume avec le produit d'emballage. Ben, c'est ici aussi également on applique cette notion-là. Donc, par exemple, ici, permet la comparaison avec d'autres produits remplaçant la même fonction. C'est ici qu'on parle de l'aspect fonctionnel. Donc, vous voyez ici, on compare les batteries décentralisées avec les batteries centralisées, donc le container que j'avais présenté tout à l'heure. Donc, la fonction principale des batteries, donc, c'est stocker d'énergie, donc ça va de soi. Des fois, ici, la fonction est beaucoup plus évidente. Et l'unité fonctionnelle, en fait, l'unité fonctionnelle, c'est une manière de traduire la fonction, mais d'une manière quantitative. Vous voyez ici, c'est qu'on veut stocker 6 MWh d'énergie pour une durée de vie utile de 10 000 cycles. Pourquoi on ne va pas en année avec les batteries, on va plutôt avec un nombre de cycles de charge et de décharge. Et on veut s'assurer qu'une batterie fasse des 1000 cycles, donc, et tout en permettant de stocker 6 MWh. Par exemple, juste pour titre d'information, pour votre curiosité, vous achetez un ordinateur, vous pouvez portable et vous pouvez l'utiliser l'utiliser pendant 7 ans et vous allez juste le décharger 2 fois, par exemple, et toujours sur la prise. Donc, la batterie, elle ne sera pas... Ce qui est défini, ce n'est pas la durée de vie, vraiment, c'est vraiment le nombre de cycles de charge et de décharge d'une batterie. Donc, on a regardé, donc, comme je disais tantôt, 2 formes de stockage. Est-ce qu'on est mieux de stocker l'énergie d'une manière centralisée avec des grandes batteries ou plutôt avec des petites?
Et je vous invite peut-être à répondre à cette question. Est-ce qu'on est mieux d'aller avec des plus grandes unités? Pensez à ça, donc la grande infrastructure qu'on a besoin versus de plus petites unités, des unités décentralisées ici. Donc ici, on parle de 2 stations de 3 MWh pour atteindre le fameux 6 MWh que j'avais parlé tantôt ici, donc 6 MWh d'énergie, on a besoin de 2 de ça. Sinon, pour l'autre, on a besoin de 80 batteries, 80 modules de 75 kWh. Et ce qu'on a fait aussi, on a, bon, peut-être pas dans le cadre de ce cours, c'est un peu plus détaillé, mais on a également fait un autre scénario un peu pessimiste pour dire, en fait, on a besoin de même nombre de batteries, mais sauf que le nombre de remplacements, ici, la durée de vie, c'est qu'au niveau des cycles, est beaucoup moins longue, donc on aurait à faire des remplacements beaucoup plus fréquents pour voir un peu est-ce que le nombre de cycles, jusqu'à quel point il peut influencer en fait les résultats. Une fois qu'on fait ça, on détermine un peu notre cycle de vie, on le dessine, donc l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie. Donc, c'est ce qu'on appelle ici donc l'arbre de processus. Je vais vous montrer un exemple pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc ici, par exemple, je prends une boîte en carton, je reviens à mon exemple de boîte de carton tout à l'heure. Donc, on parle de l'acquisition de la matière première, la fabrication du carton laminé, mise en forme, remplissage et entreposage de la boîte, utilisation et son élimination en bout de ligne. Tout ça pour une unité fonctionnelle, par exemple, contenir des litres de liquide, ou tout à l'heure, je disais, contenir un certain nombre de mètres cubes ou 1 mètre cube de liquide, par exemple. OK? Mais chacune de ces boîtes que vous voyez ici, on peut regarder à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui rentre dedans. Donc, par exemple, pour ma boîte, j'ai besoin de carton, j'ai besoin de polyéthylène. Et j'ai besoin d'aluminium, donc l'aluminium pour isoler un peu plus au niveau donc, du produit. On voit des fois, donc les boîtes de carton, c'est pas juste du papier, mais également il y a plusieurs couches, un peu comme les sacs de chips, il y a plusieurs couches fines pour mieux préserver le produit. Mais chacun des éléments ici, on regarde le carton et le polyéthylène et l'aluminium, il va avoir son cycle de vie. Donc ici, la fabrication du carton, on a besoin de faire la mise en pulpe, la collecte de vieux papiers, mais également la production de copeaux, etc. La même chose si je vais de l'avant avec la résine, la même chose, il faut fabriquer l'éthylène, extraction de l'huile brute, production d'éthane, naphthode et on a l'extraction du gaz naturel. La même chose pour l'aluminium. Donc, vous voyez un peu, c'est assez complexe. Donc, si je prends chacune des petites boîtes puis je l'ouvre un peu, ben, elle va avoir son cycle de vie à l'intérieur. Ici pour l'aluminium, donc la fabrication de l'alumine, la fabrication de la soude acoustique, l'extraction de sel, etc. Donc, si vous voyez tout à l'heure, je partais juste d'une petite boîte, donc fabrication de carton, et à l'intérieur de chacune, il y a un cycle de vie. Et si je prends chacune des boîtes et je l'ouvre, ben, je vais trouver d'autres cycles de vie, et je me ramasse avec quelque chose comme ça, en fait. Vous voyez la complexité, en fait, d'analyse de cycle de vie, c'est très complexe. Et donc, si on considère l'extraction de matière première jusqu'à la fin de vie, puis on regarde toutes les étapes du cycle de vie à l'intérieur et chacune des sous-étapes, ben, ça devient très complexe. Donc, vous pouvez imaginer qu'on ne fait pas ça sur Excel. Donc, on a besoin de modèles bien sophistiqués, bien robustes pour bien faire cette modélisation-là au niveau de l'analyse du cycle de vie. Si je prends mon exemple de tout à l'heure au niveau des batteries, ben, c'est la même chose encore une fois. J'ai l'armoire de stockage ici, j'ai l'utilisation de la batterie, j'ai la fin de vie, mais à l'intérieur de la batterie, vous voyez clairement qu'on a des besoins de cathode, d'anode et à l'intérieur d'autres boîtes, donc l'électrolyte, le séparateur, mais à même chacun des boîtes, c'est un autre cycle de vie qui se dessine. Donc, c'est ce qu'on a, c'est ce que c'est ce que Julie, en fait, l'ancienne étudiante à maîtrise, avait fait donc au niveau de la modélisation. Maintenant, une fois qu'on a dessiné c'est quoi notre cycle de vie, qu'est-ce qu'on veut considérer dans notre analyse de cycle de vie, on fait ce qu'on appelle le quoi et le combien. Donc, on vient quantifier chacun des entrants à l'intérieur de notre ACV. Donc, on regarde tous les entrants. Qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, pour avoir notre cycle de vie de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie? Qu'est-ce qu'on a besoin comme entrants, comme ressources naturelles et comme donc et de l'énergie aussi, donc les minerais, le pétrole brut, l'eau, etc. Mais on regarde aussi tout ce qui est sortant, donc l'air, le CO2 et autres. Et tout ça, en fait, donc ce qu'on appelle l'analyse de l'inventaire. On fait comme un comptable le fait pour au niveau de l'argent, donc chacune des dépenses et les quantifie en termes monétaires. Ben nous,
ces dépenses-là, c'est pas juste d'un point de vue monétaire. On regarde les émissions dans l'air, les émissions dans l'eau, les émissions dans le sol, mais on regarde aussi tout ce qui rentre, donc au niveau consommation énergétique et au niveau extraction de la matière première. Si je prends un exemple d'une batterie, donc vous voyez ici une batterie, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Ça, c'est une batterie pour votre information d'une auto Tesla. Donc, vous pouvez vous imaginer, juste pour une auto, le nombre de composantes, ils n'ont pas fini donc, de faire le démontage de la batterie. Vous voyez donc toute la quantité. Donc, on vient quantifier, peser, avoir une idée exactement c'est quoi comme sorte de matériau. Et une fois qu'on sait ce que c'est, donc on a fait notre inventaire, là, on le met dans la base de données, dans le modèle, pour faire l'analyse de cycle de vie. Donc ici, ça, c'est juste une idée dans le logiciel CIMAPRO. Pour 1 kg de polycarbonate, le PC, le polycarbonate, c'est un plastique. Donc, mettons, vous avez vos gobelets. Les gobelets dans les 5 à 8 qu'on donne, ben, c'est des gobelets en polycarbonate. Donc, plus pour 1 kg de polycarbonate, on a besoin de 160 entrants. Donc, on a besoin de 160 éléments qui entrent dans notre cycle de vie et on a 400 sortants. Donc, 400 émissions dans l'eau, dans l'air et dans le sol. Vous imaginez, donc ça, c'est juste pour 1 kg de PC, de polycarbonate. Vous imaginez donc ici la batterie, vous avez du polycarbonate, vous avez des composés métalliques, etc. Et il faut faire ça. Donc, on ne fait pas ça à la main. On a besoin d'un logiciel, comme je présente ici avec un print screen, donc le logiciel CIMAPRO, on fait ça. Et bien sûr, ce logiciel-là est alimenté par des bases de données. Donc, il y a des gens qui documentent chacun des éléments. En fait, par exemple, le plastique, le polycarbonate, qui a besoin, comme je disais tantôt, de 160 entrants et 400 sortants, ben, c'est eux qui font un exemple d'organisme de développement de bases de données qui font ce genre de collecte d'informations. Comment et où? Ben, une fois qu'on a fait ça, après, on rentre ça dans un modèle, en fait. Donc, on a tous les entrants et tous les sortants et on fait une modélisation pour obtenir 3 petites barres, par exemple, qui sont faciles à interpréter. Donc, la santé humaine, qualité des écosystèmes et ressources. Je saute un exemple, par exemple, rapidement. Imaginez, donc, on a des sortants, donc on a des kilogrammes de CO2, de CH4 et de N2O et de Cl4, par exemple, ce sont des émissions dans l'air. Bon, on peut convertir tout ça en un seul indicateur, ce sont des CO2 équivalents, c'est l'unité commune, donc statuée par l'IPCC pour le réchauffement global. Si on prend un exemple, donc vous voyez ici, ça c'est le CO2, ici la petite boîte. 1 kg de CH4, donc le méthane, c'est l'équivalent de 23 kg de CO2. Et si je vais encore plus loin, ici, 1 kg de CF6, donc c'est l'équivalent de 22 tonnes de CO2 équivalent. Et c'est comme ça que, donc, en prenant chacun de ces chiffres-là et on multiplie par leur pouvoir donc, de réchauffement climatique, donc c'est les facteurs que j'ai présentés tout à l'heure, que je peux obtenir un seul chiffre ici, donc de CO2 équivalent, donc en utilisant chacun des facteurs de conversion. Et c'est comme ça que j'obtiens en fait un indicateur ou un résultat final pour le réchauffement global, puis on fait la même chose pour les autres catégories. Vous voyez en ACV, donc on ne regarde pas juste les changements climatiques, mais on regarde plein de catégories d'impact, l'appauvrissement de la couche d'ozone, l'épuisement des ressources biotiques, acidification, etc. Donc, pour obtenir un graphique très simple, parce que, en fait, comme je disais tantôt ici, on ne peut pas conclure sur ça ici. Imaginez, on compare 1 kg de PC avec 1 kg de polyéthylène. Il y a 160 entrants et 400 sortants pour le PC, puis le polyéthylène, il va y avoir la même liste. C'est très difficile de faire la comparaison. Donc, on a besoin d'un modèle qui fait cette agrégation-là pour nous sortir de beaux graphiques comme on voit ici, par exemple. Donc, si je reviens un peu à la dernière étape, donc une fois qu'on a fait cette modélisation-là, on est capable de savoir de combien, répondre à la question de combien et d'où. Donc ici, je reviens à mon exemple de batterie. Donc, on peut savoir de combien, par exemple, une batterie va dépasser l'impact environnemental de l'autre batterie. Et on peut voir aussi à l'intérieur du cycle de vie, qu'est-ce qui fait qu'une batterie soit plus dommageable que l'autre batterie, par exemple. Si je saute un exemple ici, donc je prends ici juste l'étape de production, OK, de la batterie, donc de la grande batterie de 6 MWh, donc le container. Vous voyez que la cathode donc, prend beaucoup d'impact environnemental dans la batterie, donc juste au niveau de la phase de production.
Et quand on regarde le cycle de vie de la batterie 6 MWh, donc le container, vous voyez ici la batterie en tant que telle, on parle de 92%. Donc c'est vraiment elle qui prend la fabrication, l'étape de fabrication de la batterie qui prend beaucoup d'impact environnemental dans tout le cycle de vie. Et vous voyez la phase d'entretien à la fin de vie, il n'y a pas beaucoup d'impact environnemental relié à ça. Et la même chose au niveau des petites batteries. Donc, l'étape de production en tant que telle prend beaucoup de place et avec une moindre mesure la partie de fin de vie et d'entretien. Maintenant, on n'est pas en train de les comparer, on est juste à regarder une à côté de l'autre, mais quand on les ramène maintenant sur la base fonctionnelle, comme je disais tout à l'heure, donc stocker 6 MWh d'énergie, je ne sais pas si vous vous souvenez ou non, c'était stocker 6 MWh d'énergie sur 10 000 cycles. Ben, ici, vous voyez, peut-être, je vous invite peut-être à juste regarder une catégorie d'impact. Donc, regardez ça ici avec moi, la partie ressources. Donc, vous voyez ici décentralisé et centralisé. Donc, la partie décentralisée, en fait, la barre est plus haute que la centralisée. Ça montre en fait que quand on tient compte de l'unité fonctionnelle, qui est de stocker 6 MWh d'énergie, ben en fait, les plus petites batteries sont plus dommageables que les plus grandes batteries. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça ou non, mais même si elles sont petites, on penserait qu'elles ont moins d'impact environnemental, mais en fait, ça va prendre tellement de petites batteries que le ratio efficacité en fait d'énergie et de matières premières qui est consommé pour le nombre total de petites batteries, ça va être beaucoup plus grand qu'une seule ou deux grandes batteries. Donc, c'est pour ça qu'on a comme un effet d'échelle, en fait, qui se crée, et ce qui montre clairement pourquoi les décentralisées sont moins intéressantes que les centralisées. Puis vous voyez, c'est la même tendance qu'on voit pour les changements climatiques, qualité des écosystèmes et santé humaine. Donc, peut-être un petit peu avant de terminer, vous montrer quelques autres applications en fait de la pensée cycle de vie. Il y a plusieurs applications, donc c'est pas juste comparer des produits en tant que tels un à côté de l'autre. Je parlais tout à l'heure de produits et de services. Ici, c'est un bon exemple au niveau des services. Donc, décision sur l'efficacité d'une réglementation. Donc, on a un projet au LIRID sur l'efficacité d'instaurer en fait une réglementation au niveau de la gestion en fait des déchets organiques. Bientôt, l'enfouissement des déchets organiques va être aboli. Donc, on se pose des questions. Est-ce qu'on est mieux de faire du compostage versus de la biométhanisation, par exemple, en Estrie ici, ou la même chose à Montréal, etc. On peut faire aussi de l'aide à la décision pour l'optimisation de procédés, donc tout ce qui est efficacité énergétique en industrie. La question au niveau de la conception d'un produit, est-ce qu'on est mieux d'utiliser un tel type de produit? Donc, on voit beaucoup d'engouement au niveau des produits biosourcés, des produits donc plus naturels. Donc, est-ce qu'on est mieux d'aller vers ces directions-là, encore une fois, en tenant compte donc de l'aspect fonctionnel. Donc, c'est ce que je montre ici, donc comparer plusieurs alternatives, des produits, des services, et également identifier les points chauds. Donc, de voir, comme tout à l'heure, j'ai présenté dans les batteries, est-ce que c'est l'étape de production qui est plus dommageable? Est-ce que c'est l'étape d'utilisation, etc. Et bien sûr, c'est des choses qu'on voit maintenant dans nos quotidiens. Par exemple, Rona a développé une gamme, toute une gamme, donc la gamme Eco. Et ils ont appliqué la pensée cycle de vie pour identifier dans leurs produits, dans tous les produits qu'ils offraient, c'est quels les produits qui étaient plus écologiques, en fait, ou moins dommageables pour l'environnement, selon la pensée cycle de vie, en tenant compte de la production jusqu'à la fin de vie. À prendre des décisions éclairées, donc, mettons, tout ce qui est sur le bioéthanol, des carburants donc à partir de maïs. Donc, de voir est-ce qu'on est mieux d'aller là-dedans quand on tient compte de tout le cycle de vie. Une belle illustration pour vous montrer un peu que c'est pas parce que c'est naturel, c'est plus intéressant d'un point de vue environnemental. Donc, vous voyez ici le consommateur qui dit Ethanol saves oil and reduce pollution. Puis on voit tout le cycle de vie en arrière. On a les chemical fertilizers donc pour le maïs, tous les pesticides, toute la transformation qu'on a en arrière-plan. Donc, c'est très important de regarder tout le cycle de vie de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie. Et bien sûr, beaucoup de compagnies qui se sont penchées sur l'éco-conception, l'application de leur CV. Par exemple, Apple, c'est banal que ça. Vous allez sur leur site web, vous pouvez voir derrière chacun de leurs produits, donc des fiches comme ça pour vous montrer il est où le point chaud. Donc ici, c'est vraiment le manufacturing. Donc Apple, s'il veut vraiment se concentrer pour avoir des produits moins dommageables pour l'environnement, il faut améliorer son étape de
manufacturing, donc au niveau de la production des produits. Et chacun des produits, que ce soit des cellulaires ou que ce soit des ordinateurs portatifs, etc., vous allez voir, il y a une fiche derrière ça. On peut faire aussi des décisions au niveau de l'organisation des opérations. Maintenant, Amazon, je prends comme exemple, parle de la livraison par drone. Donc, est-ce qu'on est mieux de continuer de s'enligner vers une livraison par drone ou rester en livraison par camion classique? On peut faire la CV de ça, prendre des décisions sur l'orientation d'une politique publique. Est-ce qu'on est mieux de subventionner les biocarburants ou améliorer l'efficacité énergétique des autos? Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire avec l'analyse de cycle de vie. Et bien sûr, la certification, j'en ai parlé tantôt. Donc, il y a plusieurs sortes de certifications. Par exemple, la EPD, Environmental Product Declaration, ou la déclaration environnementale des produits. C'est systématique. Si on veut avoir cette certification-là, il faut appliquer une analyse de cycle de vie. Et il faut qu'elle soit ici évaluée par des membres indépendants. On peut faire aussi donc de l'empreinte carbone. Donc, l'empreinte carbone, dans le fond, c'est une analyse de cycle de vie, de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie, mais elle va juste considérer les gaz à effet de serre. Donc, c'est un peu plus simple qu'une analyse de cycle de vie. Et donc, des gens comme Facebook aussi qui s'intéressent à leur empreinte carbone, donc avec tout le réseau qui utilise l'information, la consommation d'énergie au niveau des serveurs. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Et bien sûr, comme je disais tantôt, donc vous voyez plein d'applications, vous avez beaucoup, il y en a d'autres. En fait, je ne me suis pas attardé beaucoup sur toutes les applications possibles pour ne pas rentrer en fait dans le cadre du temps qui m'est alloué. Mais on peut penser à d'autres formes d'applications au niveau des services, au niveau des projets de grandes envergures, par exemple des ponts ou des choses comme ça. Maintenant, comme n'importe quel outil, la CV, donc vous avez vu, ça a beaucoup de force, mais je vais vous montrer également quelques faiblesses. Ces faiblesses, en fait, font l'objet de projets de recherche et développement. C'est le genre de faiblesses qu'on essaie de minimiser dans nos projets de recherche. Donc, si je commence par les forces, bon, vous avez compris la dimension holistique. Donc quand on considère l'étape de production jusqu'à la fin de vie, on regarde toutes les étapes, du cycle de vie, tous les indicateurs pour s'assurer qu'il n'y a pas un déplacement d'une catégorie d'impact à une autre ou d'une étape de cycle de vie à une autre. Ça aussi amène un deuxième avantage, donc au niveau de la répartition justifiée des responsabilités. Donc la CV vraiment va cibler il est où le bobo, il est où le problème, puis pour mieux l'améliorer et pas engendrer un déplacement de problème. Donc je pense que vous l'avez bien compris. Donc ça, c'est vraiment la valeur ajoutée de cet outil-là. Éviter les déplacements de problèmes. Donc l'utilisation dynamique d'ACV permet d'anticiper et de contrôler des mouvements de pollution. Donc je montrais ici l'exemple de l'auto électrique tout à l'heure. Donc, c'est très important parce qu'en fait, comme ça, on n'amène pas un déplacement de problème, dire on a résolu un problème, puis après 20 ans plus tard, on trouve, finalement, on n'a pas résolu ce problème quand on pensait, on a créé un autre problème, voire qui est pire qu'avant. Donc, c'est ce genre d'approche-là qu'il faut éviter d'avoir maintenant quand on propose des solutions, que ces solutions soient vraiment novatrices et amènent une diminution de l'impact environnemental, en fait. Pas pour nous seulement, mais pour les générations futures. Donc, on s'inscrit encore une fois ici dans une perspective de développement durable. Et tout ça est supporté par plusieurs organismes internationaux, donc au niveau des ISO d'organisation. Tout à l'heure, je parlais de l'ISO 14040 et 44, donc ça, c'est ISO. Mais également au niveau du PNU, donc ça, c'est le programme des Nations Unies et CETAC. Je suis membre de cette initiative-là sur plusieurs volets. Ça, c'est plusieurs experts dans le domaine qui se réunissent pour proposer des améliorations. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme recherche et développement pour les années à venir pour mieux améliorer cet outil-là pour qu'il soit encore de plus en plus performant. Au niveau maintenant de la faiblesse, donc bien sûr, tout à l'heure, je parlais de l'inventaire, je parlais de toute la donnée qu'on a besoin pour faire une analyse de cycle de vie. Présentement, on est dans les bases de données, on atteint 7000 processus, 7000 données en tant que telles. Qui contient son petit cycle de vie, mais encore beaucoup d'améliorations. Il y a des choses que peut-être on n'a pas encore de données. Mettons, je ne sais pas, on peut prendre mettons les panneaux solaires photovoltaïques, mais qui sont plutôt organiques. On entend parler de ça. Ce genre de données-là, c'est moins disponible dans les bases de données d'ACV. Donc, il faut toujours se mettre à jour et développer donc des nouvelles bases de données pour être à jour et plus complet possible. Donc ça aussi, ça amène des limites. Des limites au niveau de l'évaluation des impacts. Donc j'ai présenté plusieurs catégories d'impacts tout à l'heure,
Mais par exemple, le bruit, il y a des travaux pour inclure le bruit dans l'analyse de cycle de vie. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est en train de se pencher. L'ACV, comme j'ai dit, bon, c'est pas une faiblesse parce que maintenant, il y a ce qu'on appelle l'analyse des coûts du cycle de vie, l'analyse sociale du cycle de vie, mais je porte votre attention sur cet aspect-là parce que l'analyse de cycle de vie, juste l'analyse de cycle de vie, on regarde uniquement l'aspect environnemental. Donc, on ne va pas regarder l'aspect économique et l'aspect social, mais les autres outils existent maintenant, puis on travaille pour les combiner les trois ensemble pour avoir juste un seul l'indicateur sur la durabilité du cycle de vie. Donc, encore une fois, dans une perspective de développement durable, d'avoir les trois piliers. Et l'autre chose, en fait, c'est les impacts évalués ne représentent que des potentiels d'impact. Le fait de faire une modélisation qui est rapportée sur l'unité fonctionnelle ou sur la fonction, en fait, amène la notion d'impact potentiel. Autrement dit, je fais l'ACV d'une armoire, par exemple. Si je fais l'ACV d'une armoire, l'impact juste de l'armoire en tant que tel, ce sont des impacts qui ne tiennent pas de sa fonction. Mais si je viens comparer l'armoire, par exemple, avec, je ne sais pas, par exemple, un autre produit, il faut que je les ramène les deux sur la même fonction. Donc, je dois diviser ou multiplier les impacts par un chiffre. Donc, ce ne sont pas les impacts réels de cette armoire-là, mais ça devient des impacts potentiels parce que tout est ramené sur la base de l'unité fonctionnelle. Ça, c'est très important, mais donc ça représente les limites. Mais encore une fois, comme j'ai dit tantôt, que ce soit au niveau des manques de données, que ce soit au niveau des catégories d'impact, ce sont des faiblesses qui amènent beaucoup de défis, en tout cas pour nous dans le domaine de la recherche et développement. Donc, les étudiants en maîtrise ou au doctorat nous aident à travailler là-dessus également. Et on essaie de trouver des solutions pour que, pour les prochaines années, ces problèmes-là ou ces limites-là ne deviennent plus, puis on vient renforcer l'utilité de cet outil-là. Donc, deux références, le livre d'analyse du cycle de vie, donc comprendre et réaliser un éco-bilan. C'est un livre qui est disponible à l'Université de Sherbrooke, dans la coop. Je pouvais vous le procurer. C'est pas un livre très dispendieux, donc si vous voulez approfondir vos connaissances, c'est le livre que je vous recommande fortement. Sinon, l'essai de Julie Coutier donc Julie qui a travaillé sur le stockage. J'ai présenté quelques résultats, c'est très rapide, mais si vous voulez voir un peu plus en détail, c'est disponible sur le site de la bibliothèque. Vous tapez le nom, donc le titre de l'essai, vous allez tomber directement sur le PDF. Donc, ça termine ma présentation. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'ai mis le lien du LYRIT, donc vous pouvez voir un peu plus d'informations, également mon adresse courriel. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas à me contacter, puis il me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci et bonne journée.